Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Politique et Éco. Aujourd'hui, en compagnie du papa de Politique et Éco, Olivier Pichon. Bonjour. Bonjour Pierre. Ça va Olivier? Merci pour le papa. Vous êtes le papa de cette émission. Oui, puisque le N'ayons papa... pas peur de le dire. Puisque papa il y a, j'ai fait un enfant. Cet enfant, c'est le bouquin. C'est 10 ans d'émission. On va en parler exactement. Magnifique synthèse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Olivier Pichon, je rappelle qu'il est professeur agrégé d'économie et d'histoire. Il a été professeur d'économie en classe préparatoire, élu régional en Île-de-France, journaliste pour les journaux Présent, Monde et Vie que vous avez dirigé, si je ne m'abuse, cher Olivier, et toujours aujourd'hui pour Politique Magazine. Et donc vous publiez l'ouvrage Que voici aux presses de la délivrance, les nouvelles routes de la servitude, essai sur le totalitarisme du XXIe siècle, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Avant de commencer cet entretien, je ne peux que, comme d'habitude, vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air, à partager un maximum nos entretiens et à les commenter. C'est toujours un plaisir de voir à quel point vous vous intéressez aux émissions de TVL. Alors, commençons avec vous, cher Olivier. La route de la servitude, vous avez utilisé ce titre pour votre ouvrage. Il est à l'origine le titre d'un essai publié en 1944 par l'économiste Friedrich Hayek. Il dénonçait dans cet essai les totalitarismes du XXe siècle avec la chute du mur de Berlin. Certains ont pu croire que l'histoire allait s'arrêter avec un bonheur retrouvé dans la démocratie et le marché qui triomphait. Avec cet ouvrage, votre ambition est de déceler les prémices d'un nouveau totalitarisme plus insidieux. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dessiner les contours? On parlera évidemment après de l'élection de Donald Trump. Olivier. Eh bien, je crois qu'en effet, ce totalitarisme qui se prépare, qui s'élabore pour le XXIe siècle, il est très différent de celui du XXe siècle. Parce que, comment vous dire, nous n'avons pas des Big Brothers, style Mao, Ceausescu, Staline et tant d'autres encore. Simplement, nous avons des oligarques qui inclinent la mondialisation sur une pente despotique. Alors, bien sûr, ils ne sont pas assassins. Ce que disait Mathieu Bock-Côté, c'est le totalitarisme sans le goulag. Oui, mais notre grand penseur français, Tocqueville, que je cite énormément parce que nous avait mis en garde. Au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense et tutélaire, que ne peut-il leur ôter le trouble de penser et la peine de vivre? Alors, cette phrase, on l'appliquait généralement au communisme. Or, on est en train de s'apercevoir que cette phrase s'applique parfaitement à la sournoise tyrannie que la mondialisation est en train de nous concocter. Je pose donc la question, la liberté des peuples serait-elle décidément impossible? Alors, je crois qu'elle est possible, parce que les événements, par exemple, de l'élection américaine nous prouvent que le peuple peut réagir. Parce que la nouveauté, c'est que, au début du XXe siècle, ce qui menaçait la démocratie, c'était les masses. C'est le philosophe Ortega y Gasset, espagnol, qui avait montré que le système démocratique européen était menacé par les masses, la révolte des masses. Or, c'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui. La démocratie est menacée, bon, on aime ou on n'aime pas la démocratie, mais l'État-nation aussi, menacée par l'oligarchie. C'est Christopher Lasch qui a écrit son dernier livre juste avant sa mort. C'est un testament. Il montre que cette oligarchie est complètement détachée des obligations du bien commun, qu'elle est très méprisante pour le peuple et qu'elle se passe bien de celui-ci et qu'elle veut lui dicter sa morale, sa loi. Alors à travers évidemment les organes de presse, on l'a vu aux États-Unis, c'était incroyable dans l'élection de Trump, combien sur les 5-6 chaînes de télévision, il n'y avait que Fox News qui était plutôt du côté de Trump. Toutes les autres nous ressassaient que ça sera très juste, que Mme Harris avait toutes les chances, et on nous a une fois de plus menti.
les médias sont impliqués dans cette oligarchie dénoncée par Christopher Lasch. Je recommande le livre de Christopher Lasch, il a été traduit en français, et surtout, il montre aussi, comme Christophe Guilly d'ailleurs, que cette oligarchie a complètement abandonné ses périphéries. Christophe Guilly parle des territoires. Hein. Et en France, c'est exactement la même chose. Alors, vous avez les métropoles qui sont en interface et qui se foutent, complètement de leur hinterland. Vous savez, hinterland, c'est le pays derrière. La ruralité et la banlieue. Voilà, c'est ça. La banlieue joue un rôle quand même articulé sur la logique des métropoles. Pourquoi ? Parce que, justement, cette oligarchie fait venir... il faut faire... La comparaison se fait avec l'historien de la chute de Rome, qui s'appelait Gibbon. Gibbon nous montre comment les citoyens romains, l'aristocratie romaine fait appel aux immigrés pour leur servir à toutes sortes de choses, y compris à rentrer... L'arbinat, quoi. Oui, c'est ça. Y compris à rentrer dans le lit de leur femme, d'ailleurs. Hein. Et pendant que le peuple de Rome, on lui donne les paniers repas et le football. Non, pardon, pas le football, les jeux du cirque. Mais c'est exactement la même chose. C'est tout à fait frappant, cette analogie de l'historien anglais Gibbon sur la chute de Rome. Alors, évidemment... c'est l'ubérisation, c'est Deliveroo, c'est les VTC. La banlieue sert de réservoir à ces populations ultra privilégiées qui sont en interface avec les grandes capitales mondiales. Alors il y avait un géographe qui avait déjà dénoncé cela de façon assez radicale, c'était Olivier Dollfuss. Il avait montré que les grandes métropoles mondiales étaient reliées entre elles, qu'elles avaient la maîtrise évidemment numérique, qu'elles avaient la maîtrise... Elles créaient de la valeur, ou en tout cas, elles s'enrichissaient. Et cet enrichissement, évidemment, se dispensait des obligations du bien commun, telles que, malgré tout, les élites en avaient quelque peu l'obligation, au moins jusqu'aux années 80-90. Voyez. Voilà la situation. Et alors, la mondialisation profite évidemment à ces métropoles. Et le problème, c'est que on s'aperçoit. Alors là, c'est une thèse d'un jeune Canadien qui vient de publier un livre tout à fait étonnant, dans lequel il montre que nous avons peut-être une vision erronée du monde. C'est-à-dire que on voit le monde qui est sorti des grands empires, 200 nations réunies aux Nations Unies. Or, nous dit-il, mais ces 200 nations, c'est probablement une illusion. Il s'appelle Slobodian, il est d'origine probablement russe. Il y a un néo-capitalisme qui se répand dans à peu près 5400 territoires. Les petits territoires très différents, paradis fiscaux, ports francs, zones économiques spéciales, villes à charte, gated communities, sont des quartiers résidentiels fermés, vous savez. Hein, duty free, plateforme pétrolière, et là, nos capitalistes s'installent sans démocratie, sans État-nation. Et l'agilité du capital, alors là, est parfaite, totale, et ils cherchent par tous les moyens à abolir toute forme de démocratie et d'appareil d'État. Voyez. Alors, je ne dis pas, et Slobodian ne dit pas que c'est l'avenir, mais il dit que c'est un risque important. Et alors, pour nous rassurer en quelque sorte, je dirais que la montée en puissance du Sud global vient compenser cette tendance d'un capitalisme dépourvu d'État et dépourvu de démocratie, parce que je ne dis pas que dans le Sud global, il y a beaucoup de démocratie, mais il y a la notion d'État, malgré tout. Et je pense que, dans une certaine mesure, on peut dire que la montée du Sud global, les fameux BRICS, sont un frein à ce capitalisme débridé. Alors, en plus de cette montée des BRICS à laquelle on assiste depuis quelques années, on a assisté à l'élection récemment de Donald Trump, triomphalement réélu après 4 ans de présidence démocrate. Est-ce que son arrivée au pouvoir
peut-elle aussi signer une sorte de frein à cette expansion d'un capitalisme devenu dingue? Oui, incontestablement, mais il va falloir faire la distinction entre les intérêts américains et la vassalisation européenne. Parce que malheureusement, la vassalisation européenne, elle va se maintenir. Alors vous avez raison, il y a eu dans cette élection 2 grands phénomènes. Le déni absolu des médias, qui ont refusé le réel et qui l'ont reçu en pleine face, il faut bien le dire. Bon. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sont réjouis de voir la tête d'un certain nombre de journalistes mainstream. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Hein. Mais il y a autre chose aussi, c'est que c'est le wokisme qui a subi un sérieux coup d'arrêt. Alors, on a des raisons évidemment de se réjouir, mais on a aussi des raisons de s'inquiéter. Parce que Trump a annoncé, par exemple concernant l'Europe, qu'il va falloir que maintenant elle se débrouille avec sa défense. Alors c'est le cas de l'OTAN. Voilà. Il a souvent été très critique à l'égard de l'OTAN. On peut même imaginer qu'il serait capable de s'en retirer. Alors, je ne sais pas s'il est capable de s'en retirer. Mais ce que je sais, c'est que l'Europe est incapable de se suppléer à lui. Ouais. Une France qui est à 6,1% de déficit, avec 1 300 milliards de dettes. Une Allemagne qui vient de voir son ministre des Finances démissionner et qui va connaître des élections anticipées en mars 2025. Le seul pays qui est vraiment armé en Europe, c'est paradoxalement la Pologne. La Pologne qui a évidemment connu de très nombreuses invasions russes, soviétiques, et qui s'arme puissamment. Donc, la question, c'est est-ce que l'Europe est capable d'assurer elle-même sa défense? Dans les conditions actuelles, je réponds non, c'est impossible. En plus, le magasin du matériel, c'est les États-Unis, les F-35. Oui, la Pologne a acheté des Ils ont acheté avions, des F-35. Ouais. L'Allemagne a fait une dotation de 100 milliards d'euros pour s'armer. Mais ce sont des programmes à long terme. Bon. Dans quel cadre vont-ils s'articuler sur la France? Alors, la France a peut-être une carte à jouer aussi. Alors, on y viendra oui, en fin d'émission plutôt, Olivier, mais justement, on voit en Europe un Premier ministre, c'est Viktor Orban, qui voit en Donald Trump peut-être une opportunité pour lui et peut-être même pour toute l'Europe de s'aligner sur un certain patriotisme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec l'arrivée de Donald Trump, de voir ce qui peut se passer en Europe avec cette montée également des patriotismes? Alors, pour Orban, le bénéfice est considérable, puisque ça va lui retirer son isolement relatif au sein de l'Europe. Il est le diable, hein, le petit diable, Trump vilain petit canard, étant le grand diable, bien sûr. Ça va lui retirer son isolement, ça va lui donner une certaine force. Mais le patriotisme, c'est le protectionnisme américain. Le patriotisme, c'est onshoring, friendshoring. Onshoring, c'est relocalisation. Friendshoring, c'est on commerce avec les amis. Et donc, on ne sait pas si l'Europe est l'ami, mais on peut craindre, par exemple, les exportations allemandes, plus que les françaises d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer, Olivier, avec cette réélection de Donald Trump, voir l'administration américaine cesser d'être le gendarme du monde, comme elle l'a été depuis des décennies, avec les guerres au Vietnam, en Afghanistan, en Syrie, etc. En Irak. Est-ce qu'il va pouvoir faire réellement quelque chose contre ce que l'on appelle l'État profond? Alors, vous savez qu'aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on fait fonctionner le spoil system. Spoil system, c'est-à-dire que tous les cadres du précédent exécutif sont priés d'aller se recycler dans le privé, le plus souvent. La question est de savoir si, au sein de la CIA, au sein de l'État profond, le spoil system va fonctionner. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. La preuve, c'est qu'on a vu cet État profond se continuer d'un bout à l'autre des présidents. Et à ce moment-là, si l'État profond, qui est plutôt faucon, plutôt néoconservateur, néocon ou faucon, il va vouloir continuer les guerres.
Et alors, je m'étonne un petit peu... Il va falloir nettoyer les écuries, ce qu'il avait déjà tenté de faire il y a 4 ans, mais qu'il avait eu du mal. Sans grand succès. Mais enfin là, maintenant, il a peut-être l'expérience. Ah, puis il a un vote populaire derrière lui, c'est ça. Mais on voit mal, par exemple, comment M. Zelensky peut se réjouir et féliciter Trump. Parce que Trump a annoncé qu'il pourrait régler ce conflit en 24 heures. Est-ce que... Alors, on sait qu'il n'aura pas... Il ne sera investi qu'en janvier, Donald Trump. Est-ce qu'il a déjà les mains libres sur les affaires étrangères pour agir dès maintenant? Non, pas vraiment, justement. Justement, non, puisque l'appareil reste le même. Et en revanche, par contre, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les présidents ont plus de mains libres sur la politique étrangère que sur la politique intérieure. Pourquoi? Parce que généralement, quand il y a un président républicain, il y a une chambre démocrate. Oui, mais là, il a tout. Alors justement, il a le Sénat et la Chambre des représentants. C'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté, me semble-t-il. Et même la Cour suprême. La Cour suprême, où il avait placé les juges conservateurs, ce qui lui donne quand même une puissance d'agir à l'intérieur. C'est pour ça que je forme l'hypothèse que l'État profond peut subir le contre-choc de cette élection. En revanche, sur le plan de la politique étrangère, il a toute l'attitude. Et je crois qu'il y aura des changements très importants. À quelle fin de conflit est-ce qu'on peut s'attendre en Ukraine avec un Trump à la Maison-Blanche? Je crois que M. Zelensky ne pourra jamais récupérer le Donbass. Mais est-ce que le Donbass a envie de réintégrer l'Ukraine aussi? Les habitants du Donbass se sont fait bombarder depuis 2014. 2014. Il y a eu aux environs de 15 000 morts. Est-ce que vous pensez que Zelensky va dire je renonce à tout l'Est de mon pays et je lâche à la Russie le Donbass, quoi? Et la Crimée. Est-ce qu'il a encore le choix, d'ailleurs? Non, je pense qu'il n'a pas le choix. Le problème, c'est est-ce qu'il ne risque pas d'être remplacé? C'est ça la question. On ne le voit pas, ça. On ne le voit pas. Par contre, il y a des risques avec Taïwan. Parce que si M. Trump est à ce point favorable à la paix, il ne va pas vouloir engager la puissance américaine dans la défense de Taïwan. Et donc, les Chinois ne sont pas très contents de son élection. Ouais. Bon, pour des raisons liées aux exportations chinoises, bien sûr. Mais en revanche, ils peuvent profiter du désir de ne pas faire la guerre pour s'emparer de Taïwan. Je ne prédis pas l'avenir. Ouais. Vous parlez néanmoins d'une guerre économique larvée entre USA et Chine. Elle est sûre, elle est larvée. Et vous dites que cette guerre économique risquerait probablement de déraper en conflit militaire. C'est ce que craignent les deux parties, c'est ce que redoutent les deux parties, et c'est ce que parfois souhaitent les deux parties. Mais je ne crois pas vraiment que Taïwan puisse être la cause première. D'un conflit global. Ouais. Alors, pour ce qui est de la Russie, vous avez vu que l'enthousiasme n'a pas été très manifeste, parce que, je prends, c'est toujours la doctrine de Poutine, il cache son jeu de toute façon. Il ne révèle jamais ses cartes. Simplement, pourquoi est-ce que l'Amérique a voulu à ce point attaquer la Russie? En fait, elle voulait démanteler sa puissance. Vous avez un ministre de M. Yeltsin qui avait énoncé le programme de la Russie après la chute du mur de Berlin. C'était exactement le programme de M. Poutine. Oui. La Russie ne sera jamais une puissance de second ordre. La Russie a du droit de regard sur ses anciens pays. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'emparer de la Pologne. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'emparer des pays baltes. Moi, je doute que les pays baltes puissent de nouveau tomber. Et la Pologne est fortiori. Je rappelle d'ailleurs que la Pologne n'a jamais été envahie, pendant l'époque soviétique, par l'armée rouge. L'armée rouge est arrivée en 1944 avec un général qui était de l'armée rouge, mais qui était polonais. Et depuis, lorsque les Polonais se sont révoltés, toutes les grandes révoltes polonaises, ils n'ont jamais, ils ne sont jamais intervenus directement. Il ne faut pas oublier que dès 1954, il n'y a plus de kolkhoz en Pologne. La Pologne a toujours joué une carte à part dans le bloc soviétique. Vous voyez, je doute vraiment que
Bon, mais la Pologne a raison de s'armer malgré tout, parce que c'est dans la logique de l'époque. Mais le problème, c'est que le magasin, c'est l'Amérique. Vous voyez, elle fournit le matériel à beaucoup de pays d'Europe centrale. Et donc, l'OTAN va être en porte-à-faux. Donc, à moins que, c'est déjà le cas d'ailleurs, les Européens payent et les Américains encaissent, sans l'OTAN. Bon. Alors, Olivier, vous avez aussi évoqué dans votre ouvrage ce projet mondialiste de gouvernement mondial dont nous parlait Bush-père, dont nous parlait encore, quand il était président, Nicolas Sarkozy. Est-ce que, avec un président Trump qui avait déclaré que l'avenir était plutôt du côté des patriotes, est-ce que le mondialisme, son idéologie, son idée d'un gouvernement mondial est vraiment morte ? Alors, je ne crois pas que l'idée soit morte. Je pense qu'il faut distinguer mondialisme, l'idéologie, et la mondialisation, qui est un processus. Bon. La mondialisation va continuer malgré les hypothèses de démondialisation. C'est un économiste philippin qui a formulé pour la première fois le concept de démondialisation. En réalité, je pense que nous assistons à une démondialisation occidentale. C'est-à-dire que la mondialisation était essentiellement américaine. Et elle prend des formes différentes. Elle va continuer, malgré le protectionnisme qui est en route, mais ce ne sera plus seulement l'Amérique. Et les grandes institutions internationales, FMI, même l'ONU, sont d'inspiration américaine, d'inspiration occidentale. On voit très bien que le Sud global veut les modifier. Vous voyez ? Et alors, le paradoxe, évidemment, c'est que de l'autre côté, du côté américain, ces grandes institutions se privatisent. Par exemple, l'OMS avec Bill Gates, financée à 40% par Bill Gates. Vous voyez ? Nous avons là une tension très très forte entre l'action des États-nations publics et au contraire la privatisation de ces organes. Je pense que s'il y a démondialisation, elle est essentiellement démondialisation américaine. La mondialisation est américanisation. Voilà. Et la démondialisation est en partie le retrait de l'Amérique. Les Chinois, en arrivant dans l'OMC en 2001, ont en fait utilisé les règles du marché imposées par les États-Unis et les ont supplantées. Et ça s'est retourné contre eux. S'est retourné. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait le pari en 2000 que les dégâts faits par le maoïsme avaient fait de la Chine un pays prolétarisé, appauvri, affaibli. Et en 20 ans, la Chine a taillé des croupières commerciales, techniques, économiques, en ouvrant des zones économiques spéciales. Et il faut rendre évidemment hommage à M. Deng Xiaoping, qui a été l'artisan de ce socialisme de marché. Car la formule socialisme de marché est de Deng Xiaoping. Alors expliquez-nous cette notion, parce que ce socialisme de marché, il est bien issu de ce duo qui a été mis en place après la chute du mur de Berlin, qui est la démocratie et le marché. Voilà. Et la démocratie et le marché ont accouché de ce socialisme de marché. Parce qu'ils ont divorcé, en fait. Ils ont divorcé. Traditionnellement, on considérait que quand il y avait démocratie, il y avait économie de marché. Or, on voit que la Chine, par exemple, est une économie de marché, non pas forcément à l'intérieur, quoique... Bon. Mais à l'extérieur, elle joue le jeu du marché. Et c'est là que je crois il faut faire intervenir le fameux trilemme de Rodrik. Alors ça, c'est très intéressant. Rodrik est un économiste turc né en 1957. Oui, c'est un séfarade de Stambouliot, une vieille famille séfarade de Stambouliot, qui a émigré d'Istanbul aux États-Unis. Dany Rodrik. Oui, il a émis une théorie très intéressante. Dans la mondialisation, vous savez, mondialisation commerciale, État-nation, démocratie. Or, dit-il, on ne peut, aucun pays, sauf peut-être un, vous allez voir, ne peut choisir les trois termes. Mondialisation, souveraineté, démocratie. Oui. On ne peut choisir que deux de ces termes. Prenons l'exemple. La Chine. La Chine a choisi mondialisation, à fond, exporte. Et souveraineté. Et souveraineté. Mais alors, la démocratie, Rodrik appelle ça la camisole dorée. Bon. L'Union européenne. Alors, l'Union européenne, elle est obligée d'accepter
une main-d'œuvre à bon marché, d'accepter les capitaux étrangers, et donc d'entrer dans la mondialisation. Moyennant quoi, elle est obligée de confier le pouvoir à l'Europe, et l'Europe, c'est tout sauf la démocratie, puisque les décisions ne sont pas prises par des élus. Donc, elle sacrifie la démocratie, et elle sacrifie l'État-providence. Vous voyez ? Alors, quant à l'État national, il est malmené, parce que, de toute façon, aujourd'hui, vous avez des firmes qui ont des tailles de bilan supérieures au budget de la France, au budget des pays. Bon, l'exemple le plus célèbre, je le décris dans le bouquin, c'est BlackRock. BlackRock qui a la taille de bilan du PIB de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Oui. Et qui fait des prêts et qui travaille avec la Banque fédérale américaine pour racheter des actifs. Ouais. Oui. Alors, je crois vraiment que dans le cas du trilemme de Roderick, il y a un seul pays qui peut arriver à briser ce trilemme, ne pas se cantonner à un dilemme, mais un trilemme, c'est l'Amérique. Qui, elle, donc, pourra allier démocratie, souveraineté et mondialisation. Alors, mondialisation, à condition, évidemment, de rester dans une logique protectionniste. Parce que le protectionnisme, contrairement à ce que pensent certains, n'a jamais empêché les exportations. Oui, on peut être libéral et protectionniste. On peut être en tout cas exportateur et protectionniste, puisque, si vous prenez par exemple... Si on n'est pas dogmatique, on peut utiliser les deux. Voilà. Si vous prenez l'histoire du commerce international entre 1880 et 1914, c'est une première mondialisation qui se fait avec des exportations importantes, mais dans un fort protectionnisme. La France a mis au point le tarif Méline, le ministre de l'Agriculture, qui veut empêcher les blés russes de venir concurrencer les blés français, alors qu'au contraire, l'Angleterre achète les blés russes et sacrifie son agriculture, vous voyez. Donc, on peut avoir un courant exportateur fort, des échanges forts, avec, évidemment, du protectionnisme. Bon, alors, je ne dis pas qu'il faut toujours mettre du protectionnisme, et je ne dis pas que le protectionnisme est une panacée. Je dis simplement que lorsque la concurrence est déloyale par les bas salaires, par les réglementations sociales et environnementales, il est évident que c'est une mauvaise chose, et faire entrer la Chine à l'OMC a été une erreur. A été une grave erreur. C'est comme ça que les États-Unis, avec le protectionnisme, se sont bâtis une industrie puissante. Bien sûr. Bon. Puisque les Yankees étaient, au lendemain de la guerre civile, en 1865, les Yankees sont protectionnistes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont l'industrie au nord et ils craignent la concurrence anglaise, qui est très puissante. En 1865, c'est extraordinaire, la puissance de l'industrie anglaise. Bon. Donc, ils sont protectionnistes, alors que les sudistes sont libre-échangistes. On oublie souvent. Les vilains esclavagistes du Sud sont libre-échangistes. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent du tabac et du coton, qui sont sur les marchés internationaux. Ils ont intérêt à ce que ça soit le libre-échange. Voyez. Bon, l'Amérique a toujours été protectionniste. Il faut considérer que le GATT, General Agreement on Tariff and Trade, qui a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est presque une exception dans l'histoire du commerce américain, vous voyez, commerce extérieur. Donc, l'Amérique revient finalement à ses fondamentaux, à son ADN initial, enfin au moins celle des Yankees. Alors, cette servitude des populations occidentales, vous dites qu'elles sont prêtes, ces populations, à l'accepter et même à combattre pour leur servitude grâce à l'emploi par les États, en tout cas ceux qui nous dirigent, l'emploi de techniques de manipulation. Et voilà. Vous citez les travaux à cet égard de l'intellectuel américain Noam Chomsky, qui en parle d'ailleurs dans l'ouvrage, dans les pages à partir de 85 de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ces techniques de manipulation ? Alors, avant de vous parler de la manipulation, je voudrais vous montrer pourquoi cette oligarchie a intérêt à manipuler les foules et à les mettre sous contrôle. Ils se sont rendus compte que c'était possible de les manipuler. D'une part, c'est possible. D'autre part, on ne peut pas faire un monde unique sans une main de fer. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Attali a écrit
en 2011 un bouquin dans lequel il dit il faut un gouvernement mondial. Mais c'est une réflexion d'élève de terminale qui fait un peu de philosophie. Ça, c'est vraiment du wishful thinking. Hein, il prend ses désirs pour des réalités. Tout gouvernement mondial serait immanquablement dictatorial. Or, actuellement, il n'annonce pas de gouvernement mondial. Vous savez, gouvernement unique, gouvernement inique. Mais il voudrait quand même que cette oligarchie puisse orienter le Great Reset, la grande réinitialisation, orienter les peuples dans le bon sens. D'autre part, l'économie financière telle qu'elle fonctionne, qui est complètement détachée du bon vieux capitalisme de production, elle a besoin de mettre les foules sous tutelle pour continuer à obtenir du profit hic et nunc. Spéculatif. Elle est... Des gentils producteurs-consommateurs. Voilà, c'est ça. Alors, les techniques de manipulation, il y en a plusieurs. Il y a d'abord eu l'expérience de Yale, en 1961, par Milgram. Stanley Milgram demande à un comédien, imaginez c'est vous le comédien, et on vous met de fausses électrodes, et on demande au citoyen lambda que je suis d'appuyer sur le bouton pour lui envoyer des décharges. Bon. Pourquoi lui envoyer des décharges? Pour des raisons morales, bien sûr. Toujours. Vous savez, la dictature aime les principes moraux pour vous soumettre. Alors, vous êtes, mon cher Pierre, un espion, vous êtes un pédophile, vous avez tous les défauts. Donc, il va falloir me punir. Voilà. Et non, voilà, c'est ça. Alors, je suis incité à augmenter la dose, et comme vous êtes bon comédien, je vais hurler de douleur. Mais mon interlocuteur me dit non, continuez, c'est nécessaire pour la vérité. Et je continue. La question, c'est jusqu'où l'homme peut-il obéir? On a constaté que la personne qui infligeait les décharges le faisait malgré la douleur qu'il voyait dans la personne qui était en face d'elle. À la vitre. Ouais. Alors, c'est évidemment une question fondamentale, parce que on a vu, par exemple... C'était arrivé d'ailleurs sur France 2. Ils avaient testé l'expérience de Milgram en direct à la télévision. Absolument. Il y avait une animatrice de météo d'ailleurs qui avait été un peu chahutée sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Et alors, c'est par exemple, on a des films maintenant de dignitaires nazis qui vivent avec leurs femmes et leurs enfants dans de très belles maisons, très belles villas, à toucher les camps de concentration. Et de leur balcon, ils assistent à la souffrance. Mais ils obéissent aux ordres. Or, nous avons fait une expérience. Je vais peut-être choquer les téléspectateurs en disant ça, mais nous avons fait tous l'expérience, vous et moi, de Milgram. Ça s'appelle le confinement Covid. Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'obéissance à des injonctions de monsieur le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui confinait soit à l'antiscientifique, soit au ridicule. C'est parce que vous obéissez que la servitude peut continuer. Et voilà. Or, bien sûr, il y a ceux qui étaient rétifs à cette servitude, le professeur Raoul, le professeur Perron, mais ils sont très peu nombreux. Et ceux qui se sont dérobés à la vaccination ont été sévèrement punis par M. Macron, personnellement. Bon, donc, vous voyez que le degré d'obéissance a été fort. Le Covid a été une répétition générale. Imaginons une crise plus grave encore. Une crise plus grave encore qui permettrait d'asservir un peu plus encore au nom de motifs de nécessité morale. Alors justement, ça revient à cette notion que vous utilisez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, Olivier, c'est celle de millénarisme. Alors, quelle définition est-ce que vous pouvez nous en donner? Avant de revenir au millénarisme, je voudrais compléter l'analyse sur l'homme qui obéit. Nous avons une œuvre très intéressante. C'est l'œuvre de Anders. Anders, c'est un Allemand qui a été le premier mari d'Hannah Arendt. Hannah Arendt qui a écrit évidemment sur le totalitarisme du XXe siècle. Et Anders a écrit un livre sur l'obsolescence de l'homme. Il dit, mais attendez, la contrainte violente imposée par les nazis et par les communistes, mais c'est pas comme ça qu'on va contraindre l'homme. Il vaut beaucoup mieux le faire en douceur. Il faut le distraire. Il faut
lui mentir, il faut le bercer d'illusions. C'est le bouquin de Anders, L'obsolescence de l'homme, paru en 1956 et simplement publié en français au début du XXIe siècle, vous voyez. Lui permettre de remplir son caddie et de regarder le foot tranquille. Et éventuellement de lui donner l'érotisme. La publicité érotisée, l'exaltation du corps, et ce que reprend d'ailleurs Patrick Buisson, en disant que depuis la fin des années 60, on a aliéné les populations en les poussant vers la pornographie, et ça nous donne évidemment les scandales qu'on voit, les procès épouvantables auxquels on assiste ces jours derniers, vous voyez. Et donc, Anders a une vision d'un totalitarisme soft. Or, Tocqueville le disait. Il le disait dans un paragraphe que j'aimerais, avant de parler du millénarisme, que j'aimerais vous citer parce qu'il est quand même tout à fait exemplaire, ce paragraphe de Tocqueville. J'en ai cité une partie tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Au-dessus de cela, les foules, s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. C'est écrit en 1830, ça. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Vous voyez, c'est comme Anders. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance, comme M. Véran tout à l'heure. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut être l'unique agent et le seul arbitre de ce bonheur. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est quand même extraordinaire. Cet homme écrit ça en 1830. Alors, longtemps, on a appliqué ça au régime communiste, mais en réalité, ça convient beaucoup mieux à la dictature sournoise que la mondialisation nous a donnée. Parce qu'aujourd'hui, l'État, vous savez, vous avez eu 3 États. Vous avez l'État régalien, l'État social, qui n'avait pas il y avait du mérite à l'État social. La redistribution n'était pas en soi une mauvaise chose. Et maintenant, on a l'État sociétal, qui va s'intéresser à ce qui se passe dans votre chambre, dans votre fort interne. Oui, on a vu que le gouvernement allait s'intéresser à nos recherches sur Google. Voilà. Et il s'intéresse, il veut savoir comment vous voulez mourir, comment vous voulez vivre, comment vous... Enfin, Et de ce point de vue-là, l'État reste fort. Mais par ailleurs, il s'est affaibli dans la défense des frontières, dans la défense des peuples. De la sécurité. Voilà. Le sociétal est la seule ressource. Et l'échec de Mme Kamala Harris, c'est en partie qu'elle s'est concentrée sur le sociétal, sur la question de l'avortement, et elle n'est pas allée sur les préoccupations du peuple américain, qui était celle de sa sécurité, celle de son pouvoir d'achat, il faut bien le dire. Alors, cette notion du millénarisme, venons-en. Alors, j'y reviens parce que, en réalité, ça concerne surtout, je consacre un chapitre entier à l'Europe, qui est de fondation chrétienne-démocrate. Elle a complètement perdu de vue. Oui, il n'y a plus de chrétienté, plus de démocratie au final. Exactement. C'est exactement ça. Mais à l'origine, je notamment dans le chapitre sur l'Europe, qui s'appelle UE, la prison des peuples. La prison des peuples. Je reprends une expression qui faisait Flores au début des années 1830, au moment où les peuples d'Europe se libèrent des empires. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est. Ils se libèrent des empires et on va naître, à l'instar de ce qui s'est passé en France, des régimes nationaux, voire nationalistes. Bon. Alors, le millénarisme, qu'est-ce que c'est? Le millénarisme, c'est l'idée selon laquelle, c'est une très vieille idée, elle remonte au XIIe siècle. C'est Joachim de Fiore, qui est un moine, qui classe l'humanité dans trois ordres historiques.
l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge de l'Esprit. Et, nous dit-il, nous sommes arrivés à l'âge de l'Esprit. L'âge de l'Esprit, en réalité, c'est une sécularisation de l'espérance chrétienne. Nous allons réaliser, hic et nunc, ici et maintenant, une forme de paradis chrétien sur Terre. Bon, je caricature un peu pour me faire comprendre, mais il y a de ça. Il va être à la fois considéré comme prophète par l'Église catholique, puis condamné ensuite par l'Église. Mais surtout, ces idées sont reprises au XVIe siècle, par Luther. On va réaliser maintenant l'espérance chrétienne, on va faire une société idéale. Vous savez, la société où l'homme pourrait s'épanouir pleinement. C'est ce que disait Luther. Pecca fortiter, mais sed crede fortius. Pêche fortement, mais crois plus encore. Vous voyez, bon, c'est pas du tout catholique, ça. Bon, peu importe en l'occurrence. Mais ce millénarisme est repris aussi par Hegel et Marx. Alors bien sûr, débarrassé de la transcendance, mais ce millénarisme considère que voilà, l'époque d'aujourd'hui est la meilleure de toutes les époques et c'est le moment de réaliser cet idéal. Il y a, je vais choquer certains de nos téléspectateurs, faites-le. Il y a du millénarisme chez le pape François, qui va poursuivre, il fait une croisade contre les anti-réchauffistes. Je ne sache pas que c'était une préoccupation traditionnelle de l'Église catholique. De même, il présente une certaine, je ne vais pas dire une charité, une bienveillance vis-à-vis de l'homosexualité. On peut avoir la charité, mais c'est plus que ça. On se demande pourquoi il va se fourvoyer dans des considérations très temporelles. Bon, vous savez, là aussi, je vais citer une phrase de Saint Paul. « Nolite quod firmare vix seculo » Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ça a toujours été l'esprit de l'Église catholique. Elle était dans le monde, mais n'était pas du monde. Bon. Or, il y a dans les évangiles un texte extraordinaire. C'est la parabole de l'ivraie du bon grain, qui a été repris, j'en suis assez flatté, parce que je l'avais écrit il y a quelques années déjà, par Pierre Manant, le grand philosophe Pierre Manant, qui est un type remarquable. Remarquable. Il dit, mais si vous voulez arracher l'ivraie pour faire une récolte parfaite, une société parfaite, vous allez arracher le blé avec, vous allez détruire le blé avec. Le maître de moisson dit, non, n'arrachez pas l'ivraie, attendez la fin de la moisson. Or, dans les sociétés utopiques, car c'est vraiment le plus grand discours anti-utopique que j'ai pu rencontrer dans l'histoire intellectuelle. Dans le discours utopique, on veut la société parfaite. Alors c'est la société communiste, la société raciale, la société... Mais pour ça, il faut détruire les gens. Il faut massacrer du monde. Il faut le goulag. Ben voilà. Et même les pères fondateurs de l'Amérique, même les pères fondateurs, Thomas Paine, juste avant la rédaction de la Constitution de 1776, dit « Nous allons faire une démocratie universelle. Pour la première fois, nous allons pouvoir réaliser un idéal démocratique. C'est la première fois depuis le déluge. » Pourquoi le déluge ? Ben, tout simplement parce que les 3/4 de l'humanité ont disparu et qu'on peut faire la société utopique. Anacharsis Claude, ça a continué sous la Révolution française, avec le français, avec sa République universelle. Voilà. Et Anacharsis Claude, mais aussi la destruction des opposants. Parce que toute l'histoire de l'humanité... l'histoire de l'humanité est faite du massacre. Les hommes, l'histoire est tragique. L'histoire est toujours tragique. Les hommes se tuent entre eux. Bon, très bien. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, on ne tue plus les hommes, ou depuis le XVIIIe siècle, on ne tue plus les gens pour s'emparer de leurs biens ou de leur territoire. On les tue. Avec la Révolution française, les Vendéens, on les a tués. Non pas pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. Et c'est la même chose avec les koulaks. Monsieur Kaganovitch, l'artisan principal de l'Holodomor ukrainien, a détruit les koulaks pour ce qu'ils étaient.
et non pas pour ce qu'il faisait. Quoique, évidemment, il retenait les céréales, mais en réalité, c'est un massacre idéologique. La Révolution française, de ce point de vue-là, a inventé le massacre idéologique. On avait fait un petit peu d'expérience avec les guerres de religion. Mais la Révolution française va plus loin, parce qu'elle sécularise l'idéologie. Bon, je ne dis pas que c'est bien de tuer les païens ou les parpaillots, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, le XXe siècle a inventé les massacres de masse, et c'est là qu'on rejoint René Girard. René Girard montre que nous nous flattons d'être des sociétés progressistes et modernes, mais que nous avons le meurtre au sein de nos sociétés. La Révolution française... Le sacrifice humain. Le sacrifice. Et nous avons aboli le culte, les anciens cultes. Nous avons supprimé le discours religieux. Nous avons éliminé le bouc émissaire. Nous disons, nous avons une justice. Nous sommes des États de droit. Nous avons la possibilité de ne pas nous venger. Mais en réalité, tous les jours, nous assistons au mécanisme girardien du désir et du désir mimétique. Et jusque... Alors, bon, c'est profane, ça n'implique pas le meurtre, mais la publicité, le commerce, on passe son temps à exciter les désirs des gens, alors que le désir est sans objet, nous dit Girard. Nous faisons un triangle, comme cette table. Vous et moi, nous désirons un bien, non pas en fonction de ce bien, mais parce que moi je le désire, parce que vous le voulez. Vous voyez ? L'imitation. Et c'est pour ça qu'il nous dit, bon, Édipe, le mythe d'Édipe de Freud, c'est une foutaise. Le vrai mythe, c'est la rivalité des frères. La rivalité des frères, et nous sommes tous frères. Terminons avec cette question, cher Olivier. On voit donc une émergence de ces pays dits des BRICS. On voit aussi l'arrivée d'un Donald Trump qui promet une Amérique un peu plus en recul, un peu plus dans l'isolationnisme tel qu'elle a pu faire au XIXe siècle. Donc entre ces BRICS et ces États-Unis plus isolationnistes, comment la France va-t-elle pouvoir reconstruire une autonomie stratégique ? Alors en effet, je consacre un dernier chapitre à cette question, la France dans l'effacement de l'Occident. Elle a quelques atouts. Bon, d'abord, elle a la puissance nucléaire. Ensuite, elle a peut-être encore des capacités de rebond, c'est ce que je dis à la fin du livre. Vous voyez, par exemple, comment, en 5 ans, on a reconstruit Notre-Dame. Notre-Dame est un peu à l'image de la France. C'est pour ça que j'avais écrit, vous savez, un petit article qui s'appelait « Notre-Dame des Gilets jaunes ». C'est-à-dire qu'en réalité, les Gilets jaunes détruisaient, se révoltaient dans un Paris profane, détruit. Il y avait de la destruction, bien sûr, pas toujours de leur faute d'ailleurs. Et puis il y avait la destruction du lieu sacré. Oui, l'incendie de Notre-Dame a mis fin à l'épisode des Gilets jaunes, en quelque sorte. Parenthèse. Et vous voyez, on a vu cette cathédrale, tous les corps de métier se sont mobilisés pour redonner à la belle dame son lustre d'antan. On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi elle a brûlé. On aimerait savoir, en effet. Mais je vois dans l'image de Notre-Dame quelque chose comme une possibilité de reconstruire. Alors, il y a un auteur qui est très intéressant de ce point de vue-là. C'est un libéral une renaissance à condition que la France s'appuie sur les bonnes valeurs, voilà, pas les anti-valeurs que vous citez, wokisme, racialisme, indigénisme, LGBT. Je fais un chapitre sur le wokistan. J'invite mes lecteurs à se rendre dans ce pays étrange qu'est le Wokistan, qui n'a pas de pape, pas de clergé, mais qui est partout. Bon, laissons cela, mais Nicolas Bavrez, qui est un libéral assumé, a fait un livre il y a une quinzaine d'années déjà, qui s'appelait « Les lettres béninoises », qui est tout à fait étonnant ce livre, parce qu'il nous annonce ce qui est en train de se passer maintenant. Ouais. Et la France, dans ce tableau qu'il nous faisait il y a 15 ans, était en état de désastre absolu. Or, il vient de sortir un livre dans lequel il dit non, il y a des possibilités de renaissance. Et j'espère donner une suite à ce livre qui s'appellera non pas les nouvelles routes de la servitude, mais les nouvelles routes de la liberté. De l'espérance. Et de l'espérance.
Les nouvelles routes de la servitude, c'est votre ouvrage, Olivier Pichon, et c'est sur le totalitarisme au XXIe siècle, à retrouver évidemment sur la boutique en ligne de TV Liberté. Merci à vous, Olivier, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici évidemment chez vous, avant moi-même d'ailleurs. Vous pouvez dès à présent retrouver la chronique de Philippe Béchade, la chronique économique et financière qui suit cet entretien juste après. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Merci Pierre. Merci à téléspectateurs. À très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de synthèse économique, géopolitique, et puis aujourd'hui on va dire plutôt politique tout court. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « L'élection de Trump, c'est dangereux !» Ouais, je vous dis ça bien sûr avec un demi-sourire. Mais c'est pas complètement fantaisiste non plus, parce que la réaction des marchés à l'élection de Donald Trump est peut-être effectivement un petit peu dangereuse. Alors les marchés sont les seuls à avoir bien anticipé la réélection de Donald Trump, avec des taux qui s'étaient déjà tendus de 70 à 75 points depuis fin septembre, depuis que certains sondages donnaient Donald Trump en tête, et notamment ce site qui compile les paris en ligne sur qui allait remporter l'élection, Polymarket, et qui a donné presque au 10e près le bon résultat, c'est-à-dire pratiquement 52 pour Trump, 48 pour Kamala Harris. Bon, ce que personne en revanche n'avait prévu, c'est que Trump remporterait à la fois la Chambre des représentants, le Sénat, et réaliserait le grand chelem. Quelques heures avant même le résultat des élections, vous aviez encore des commentateurs pour saluer l'élection de Kamala Harris. C'était pour eux une quasi-certitude. Les marchés, eux, pensaient tout à fait différemment, et la forte hausse de taux, effectivement, nous préparait au retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que un plan fiscal avantageux pour les entreprises et qui va priver les États-Unis de recettes par centaines, voire peut-être même de milliers de milliards de dollars, c'est beaucoup plus même d'endettement, donc beaucoup plus de sollicitations pour les créanciers des États-Unis. Donc, à un moment, il faut offrir plus de rémunération pour arriver à financer des plans de relance extrêmement coûteux. Puis, ce qui est coûteux aussi, ce sont les guerres, les batailles de tarifs douaniers qui renchérissent le prix des produits payés par le consommateur final, et cela alimente également l'inflation. Plus d'inflation égale des taux plus élevés. Et là, pour une des premières fois de l'histoire, le comportement des marchés de taux est venu totalement en contradiction avec le début d'un cycle de baisse de taux par la Fed et qui va se poursuivre. Mais là, le hiatus entre le taux au jour le jour et le taux moyen à long terme, celui par exemple, celui qui sert de référence aux entreprises qui investissent sur 10, 15, 20 ans, ou celui qui investit dans l'immobilier et qui investit, lui, avec des prêts à 30 ans, il se retrouve aujourd'hui avec des taux qui sont en effet dissuasifs. Donc il y a quand même quelque part une contradiction entre des conditions de taux qui deviennent extrêmement défavorables et l'anticipation d'une croissance forte parce qu'il va y avoir de la relance à tout va. Et c'est vrai que voir Wall Street pulvériser des records historiques le mercredi 6 novembre, avec un S&P à plus de 5009, un Dow Jones à plus de 43 500, un Nasdaq 100 repassé au-delà des 20 400, 20 500 points,
On était au plus haut historique avec 100% de gérants discrétionnaires qui sont bullish. L'épargnant américain, plutôt des jeunes aujourd'hui, qui tient comme acquis qu'il faut payer tous les creux à Wall Street et que la Fed est l'ami et le soutien indéfectible des marchés. C'est rentré maintenant dans les mœurs et dans les esprits depuis 15 ans. La bourse ne peut que monter, que battre de nouveaux records éternellement. Et en plus de ça, vous avez là-dessus toute la gestion dite passive qui en fait imite ce que font les gérants discrétionnaires et l'épargnant qui fait sa sélection de titres de façon un petit peu intuitive. Donc, toutes les catégories d'acheteurs sont toutes dans le même sens, 100% bullish, 100% investis au même moment, alors que les taux sont au plus haut et que le dollar, en plus de ça, vient de reprendre 2%, à plus de 1,0750 contre euro, ce qui va constituer également un handicap pour les exportations américaines. Enfin, l'élection de Trump est peut-être dangereuse aussi pour les médias mainstream, qui ont mené une propagande de plomb contre Donald Trump pendant des mois, des campagnes caricaturales, voire diffamatoires. On se souvient de la comparaison de Trump avec Hitler, Staline et pourquoi pas Pol Pot. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains disent qu'évidemment, ils savent que Trump en fait des tonnes et qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Sauf que les médias qui sont censés nous informer, eux, ont fait comme s'ils ne savaient pas et qu'un monstre venait d'être réélu et va occuper le bureau ovale pour détruire la démocratie et plonger l'Amérique dans le chaos. Bien, le principal risque, ce n'est peut-être pas les décisions de Donald Trump, mais bien le comportement de marchés financiers qui, aujourd'hui, effectivement, ont perdu tous leurs repères. L'endettement de 36 000 milliards de dollars, ça se marie quand même très très mal avec Wall Street qui représente aujourd'hui plus de 2,2 fois, la capitalisation représente plus de 2,2 fois le PIB américain. Là, ce sont des ratios absolument intenables et dont là non plus les médias généralement ne vous parlent pas. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.